Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions spéciales portant sur les 150 ans de fondation de la ville de Pont-Rouge en 2017. Nous sommes dans les magnifiques lieux du Moulin Marcoux, plus précisément dans le bistrot du Moulin. Au cours de cette demi-heure, nous parlerons de la fonderie La Roche. 4 générations dans la fonte. Bonne émission. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire pornevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Après plus de 90 ans à Pont-Rouge, Fonderie La Roche, une entreprise familiale à 100% québécoise et qui emploie aujourd'hui quelques 80 employés permanents, est un des grands bâtisseurs du développement économique local et régional. Pour nous parler du début de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui, des nouveaux investissements et des défis à venir, nous accueillons Xavier Laroche, Éric Laroche, Jérôme Laroche et Jean-François Laroche. Bonjour à vous quatre. Bonjour, monsieur. Vous êtes des petits cousins? Oui. Dans le fond, 4 générations. Fondateurs, les frères, les cousins et les petits cousins. OK. Justement, Jérôme, comment ça a commencé cette entreprise-là ici à Pont-Rouge? Bon, premièrement, il faut savoir qu'à Pont-Rouge, il y avait une source de sable qui faisait qu'il y avait plusieurs fonderies. Il y avait 3 fonderies au départ, la fonderie La Roche, la fonderie... la fonderie, c'est quoi? Suprême et Galarno. OK. Galarno. Ça faisait 3 fonderies, puis à cause du sable, justement, qu'il y avait 3 fonderies. Mais pourquoi le sable? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? C'était un sable spécial de fonderie qui faisait que ça allait mieux pour couler, puis tout. Puis c'est pour OK. ça que les fonderies venaient s'établir ici, ouais. Et là, Fonderie La Roche a été créée. Qui a créé? C'est M. Wilfred Laroche, le fondateur, avec son fils Zéphirin. Parfait. Puis, dans les années 30, il est venu les 3 autres frères, Toussaint, Charles-Henri, puis bien sûr Joseph. OK. Ça fait 4 frères dans ces temps-là. Puis après ça, il y a eu d'autres années. En 1945, il est arrivé d'autres travaux. Puis il y a eu 15 journaliers. Au début, il était 5, puis après ça, il était 15. Puis il était ouvert à l'année en 1945, tandis qu'au début, dans les années 30, il était ouvert 6 mois par année. OK. En 1962, ils ont déménagé au site actuel où est la fonderie, parce que dans le temps, elle était chez Richard Transport. OK. Ah. Qu'est-ce qu'on faisait au début? Je veux dire, Au début, il y avait les 3 produits? créneaux principaux de marché. Il y avait la machinerie agricole, les évaporateurs à sucre, puis les poêles à bois. Ça, c'était vraiment le gros créneau. C'était le marché Oui. de l'époque à développer. Après ça, en 1962, on a commencce à faire des produits municipaux qui, aujourd'hui, c'est vraiment notre gros créneau de marché. Comme quoi, par exemple? Exemple, des grilles d'égout, des cadres, tout ce qui est en rapport avec la fonte municipale, là. OK. Donc, on parle de 4 générations. La première génération se terminait, le transfert de la deuxième s'est fait quand? Je crois à peu que près. ça s'est fait dans les années 30 quand que... Ça a démarré en même temps. C'est Ouais, le c'est père avec un des fils. Ouais. Le fils le plus vieux. OK, donc là, on parle vraiment de la deuxième génération. La troisième génération, dans les années 1981. 81. Là, mon père Jacques s'est joint à eux. OK. Le père Éric Claude, le père à Jean-François et Jean-Pierre. En Puis le père 81. à Xavier Bernard, oui, en 1981. Il faut dire qu'il travaillait déjà depuis un certain temps à la fonderie en tant OK. qu'employé. Mais en 1981, ça a été la date où le transfert d'entreprise s'est fait. OK. Donc, ils sont devenus à leur tour les 4 nouveaux propriétaires à ce moment-là. Mais il y avait déjà une grande expérience en fonderie. Oui, je Fait qu'ils se comprends. sont joints à l'entreprise. OK. Et après 80... En 1989, ils ont fait un investissement massif. Ils se sont dotés de fours à induction. Ça, avec ça, tu pouvais causer de la fonte ductile, dans le fond. Puis ça, de la fonte ductile, ça a beaucoup aidé la fonderie à C'est s'améliorer. quoi exactement, ça? C'est une fonte qui ne casse pas, dans le fond. Puis OK. il y a 3 sortes, de la 60, de la 80 puis de la 100. OK, ça, c'est la Ouais. qualité, en fait. Oui, ça, c'est plus Éric ou Jean-François qui pourraient vous parler de la qualité Ouais, de la ouais. fonte. OK. Oui. Donc, là, on a passé à travers les 4 générations. Vous arrivez dans le contexte. En quelle année? Nous, on a acheté en 2013, ça a commencé le 1er janvier 2013. 1er janvier 2013. C'est nous qui est arrivé là. Est-ce que vous travailliez là Oui. avant? Vous avez travaillé depuis longtemps dans la... En tant qu'étudiant. En tant oui, qu'étudiant? OK. Tout à fait. En tant qu'employé cadre avant de devenir propriétaire, puis finalement,
quand nous, on a Actionnaire principal. actionnaire quand on a racheté l'entreprise en 2013. OK. Quand même relativement récent. Puis il y avait une étape aussi, en 1976, ça c'est important d'en parler, il y a eu un Oui. gros incendie. Ça a ravagé Oui. le tiers de l'usine. Quand même. Puis ça a vraiment failli causer la perte de l'entreprise. Là, il a fallu qu'on se dépêche à reconstruire pour rester fidèle à nos clients, parce qu'on avait une autre ligne de clients aux États-Unis qui venait d'arriver en plus. OK. Oui, Fait que ça, c'était une grosse étape, dans le fond, dans, oui, ça a été, dans je dirais, l'histoire de... quelque chose de clé qui fait qu'on est encore en vie. Oui. Parce que la fonderie suprême, elle avait flambé, elle, dans le temps, si je ne me trompe pas. OK. Ouais. Galarno, je ne sais pas pourquoi elle a disparu, sûrement que... Oui, oui, oui. En mais- tout cas, vous êtes encore là, Oui, en on a- pleine force Puis, et en pleine forme, en pleine oui. santé. Selon les dires de nos pères aussi, Zéphirin, il travaillait dans une autre fonderie avec son père. Ils ont décidé de partir cette fonderie-là, la fonderie La Roche. Puis disons que ça nous a fait rire beaucoup qui étaient déjà à la fonderie Galarno, puis à la fonderie Suprême. Ils ne pensaient pas qu'elle allait réussir. Puis finalement, OK. au bout de la ligne, il reste une fonderie à Pont-Rouge, c'est la nôtre. Donc, C'est la vôtre. ouais. Mais le fait de se lancer en affaires, vous étiez employé là, c'est sûr que de génération en génération, on est conscient de l'administration, puis on s'intéresse au marché, et à l'administration, de la comptabilité, inévitablement, tout ce qui englobe l'entreprise. Mais vous vous connaissiez, vous êtes petit cousin, donc vous vous côtoyez. Est-ce que vous avez réussi à développer votre propre créneau? C'est quoi ta spécialité? Ou, Oui, chacun- comment on s'organise? Chacun, on a nos tâches. Ben, premièrement, les 4, on est dans le conseil d'administration. OK. Ça, c'est là qu'on va prendre, exemple, les grandes décisions. Tout. Ça, c'est le premier rôle. Ouais. Puis après ça, il vient pour ce qui est des opérations d'usine. Jean-François est directeur général, président-directeur général. OK. Éric est directeur des opérations. OK. Xavier s'occupe de la maintenance. Puis moi, je m'occupe des expéditions dans l'usine. OK. Donc, vous avez vraiment développé votre expertise complémentaire aux opérations, tout ça. Aujourd'hui, on parle de 80 employés. Exactement. Oui. Comment vous avez développé votre investissement quand vous avez pris ça en main? C'était quoi votre vision d'entreprise? Bien, c'est sûr qu'il y avait quelques équipements qui étaient désuets. Donc, c'est sûr qu'il y avait un certain défi à relever à ce niveau-là. Éric a beaucoup travaillé sur le projet d'implantation d'une nouvelle ligne automatique. Je peux peut-être le laisser... Qui veut dire, ouais. Ben, au départ, quand on a acheté en 2013, comme on disait, c'était le sable qui était le nerf de la guerre à l'époque. Puis on continuait toujours à utiliser du sable d'ici, là, de Pont-Rouge. OK. On le traitait à l'usine, on le tamisait, puis on le séchait à l'usine. Sauf qu'en arrivant, pour les besoins justement des clients, avoir une meilleure qualité, on s'est posé tout de suite la question, on va partir par les jeux de base, est-ce que le sable satisfait encore la qualité qu'on a besoin? Ouais. Fait que c'est l'analyse qu'on a partie, puis tout de suite, on est venu que non, le sable, on aurait pu le traiter pour l'améliorer, mais on a fait le tour dans la région, puis on n'a pas trouvé de sable qui Fait répondre aux besoins. qui là. va répondre aux besoins. Puis le sable qu'il y avait là, ben, on était comme à la fin en plus, ça a bien tombé qu'on décide de faire ça, OK. parce qu'on se serait retrouvé Il était probablement... épuisé un peu comme Presque. ressource, là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est là qu'on a décidé de changer le sable. Puis là, maintenant, ben, on va le chercher au lac Michigan. Ouais, C'est quand le même. sable de OK. lac qu'on fait venir. Fait que c'est quand même du transport, c'est quand même une autre façon de... Le sable local a quand même rendu de bons services pendant Ah oui. longtemps. Ouais. La clé du sable, c'est le pourcentage de silice qu'il y a dedans. Donc, la silice est extrêmement résistante à la chaleur. Donc, si, disons, ton sable est composé de seulement 70 de silice, bien, le reste, c'est des impuretés que tu vas retrouver dedans. Puis ces impuretés-là, quand la fonte va être coulée à 2500 degrés Fahrenheit dans le moule, les impuretés vont fondre, ce qui va faire de la pénétration dans le sable, qui va faire des pièces plus rugueuses. OK. Donc, pour faire des pièces de municipales, des grilles de rue, des choses comme ça, c'est plus ou moins un problème. Mais les nouveaux créneaux qu'on veut attaquer avec notre nouvelle machine automatique, bien là, c'est sûr qu'il faut un fini de surface quand même impeccable pour être capable d'atteindre certains marchés. OK. Donc, oui, ça a été une bonne affaire que, en fait, de s'en aller vers un nouveau sable de fonderie. Puis, comme Éric disait, en plus que notre source venait à épuisement, bien, tout était là pour qu'on se dirige Pour vers ça. développer, justement, pour penser à l'avenir de l'entreprise, développer de nouveaux créneaux, j'imagine aussi. Exactement, exactement. C'est là qu'on voulait en venir, là, justement. Donc, on a réglé le sable. Là, après ça, c'était justement avoir une bonne qualité des mélanges, la préparation pour une nouvelle machine. La machine, on l'a installée cet été.
C'est une machine là, qu'on a magasinée, puis on a vraiment la première qui a été achetée au Canada. OK. C'est la toute dernière technologie, ça vient du Danemark. C'est la Mercedes des machines à moudre. Fait qu'elle est en fonction, elle est installée. Ça, c'est justement pour aller chercher des nouveaux créneaux, une Comme nouvelle quoi, qualité. par exemple? Comme créneau, est-ce que vous pouvez en dévoiler? Ou, Ça, actuellement, on est beaucoup axé sur les produits municipaux. Là. OK. Donc, Vous peut-être continuez quand même ce marché-là 70-80. municipal? Oui, 70%, sauf que c'est un marché dans lequel on est de plus en plus confronté à une concurrence étrangère très agressive, Ouais, des j'imagine. produits de laine, des produits standards à haut volume. OK. Donc, on essaie de se démarquer à certains niveaux quand même, au niveau du municipal. C'est sûr que, bon, certaines villes vont demander à avoir des inscriptions, le nom de ville sur les couvercles. Donc, ça, c'est sûr, s'il faut livrer en 2 semaines, c'est sûr que les produits qui viennent de l'Inde, de la Chine, si ça prend 3 mois à traverser, on a des avantages concurrentiels à fabriquer ici. Oui. Mais sur d'autres produits standards, ça devient très compliqué, je vous dirais, d'être compétitif à ce niveau-là. OK. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça ramener peut-être les proportions municipales puis pièces sur mesure à un niveau peut-être à 50 sur notre chiffre d'affaires pour être moins dépendant d'un secteur en particulier. Oui. Puis justement, si à un moment donné, la guerre est trop intense, au moins on va pouvoir conserver nos emplois ici, C'est ça. puis se diriger vers des nouvelles niches. Là. Oui. Mais est-ce que vous vendez à l'extérieur du pays ou quel est votre marché? Le municipal, actuellement, c'est beaucoup québécois, les standards OK. qu'on fabrique. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de shipper à l'autre bout du Canada parce que le prix à la livre de la fonte, C'est pesant. par rapport au coût de transport et tout, Oui. ça revient très cher d'expédier ça à l'autre bout du Canada ou à l'autre Vive bout le des train États-Unis. dans le temps, mais on ne l'a plus. Exactement, exactement. OK. Fait que les coûts de transport dans le film devaient... C'est ça. Donc, les produits municipaux, beaucoup axés sur le Québec. Puis pour ce qui est des pièces le custom work, c'est-à-dire les pièces sur demande, sur mesure, on a quand même une grosse partie du marché qui est au Québec, mais quand même Ontario, maritime. Puis, comme on disait, on veut développer beaucoup les États-Unis. C'est sûr que le taux de change actuellement joue en notre faveur à ce niveau-là. Puis en plus, avec notre nouvelle machine qui permet, disons, quand on développe un nouveau produit, il nous faut une matrice, un patron pour être capable d'imprimer des pièces. Donc, si on compare les coûts de développement de patron sur cette machine-là par rapport à des compétiteurs qui ont des machines quand même très productives, mais où ce que le patron peut peut-être coûter 4 fois plus cher en général que nous. Ouais, Donc, donc, c'est un avantage concurrentiel qu'on a là-dessus. Là. Ouais. Puis, ce qu'on veut viser, c'est peut-être plus justement les moyennes productions et non les productions de masse comme pour le marché de l'automobile. Ouais. Parce que justement, la compétition est excessivement élevée. Donc, beaucoup, encore là, d'importation qui vient de la Chine ou de l'Inde pour des très hauts volumes. Donc, on aime mieux se concentrer sur des petits, moyens volumes pour se démarquer de nos compétiteurs. Oui. Alors, donc, on peut dire que cette machine-là vous assure quand même un bon avenir pour les... Surtout de diversifier la production. Ben oui. Parce qu'on compte beaucoup sur le municipal, comme Jean-François Ben oui. Oui. C'est ça. Et si on parlait, en fait, de la clé de votre succès, qu'est-ce qui fait que Fonderie Laroche est encore vivant, fonctionne bien, veut développer, vous voyez un avenir, vous êtes optimiste et tout? Qu'est-ce qui fait la force de votre Sûrement, entreprise familiale? On s'est adapté, donc la facilité de s'adapter qu'on a eue. Le changement de marché, d'ailleurs, dans les années 60, comme j'ai dit, on est passé au mode municipal. Ouais. Alors qu'au début, c'était les poêles à bois, les évaporateurs à sucre. Je vous dirais que la plus grande clé de notre succès, c'est sûr que ça reste au niveau des ressources humaines. Ouais. À la fonderie, c'est un domaine très pointu, où il y a beaucoup de technicalité. Donc, pour arriver à faire une pièce qui est bonne au bout de la ligne, il faut passer à travers plusieurs étapes. Oui. Exemple, il faut avoir premièrement une bonne recette de fonte. Donc, si la recette à la base n'est pas bonne, bien, c'est sûr que ta pièce à l'autre bout ne sera pas bonne. Si elle n'est pas coulée à bonne température, ta pièce, il risque d'avoir des défauts dessus. Si ton moule de sable n'est pas adéquat, qu'il y a un défaut dedans, tu vas avoir beau couler de la bonne fonte dedans, à la bonne température, ta pièce ne sera pas meilleure. Oui. À la finition, ben, si la personne responsable des bavurages des pièces coupe un coin qui n'est pas supposé de couper sur la pièce, encore là, on scrape la pièce. Fait que je te dirais, chaque étape est cruciale. Puis s'il y a juste une étape où ce qu'on flanche, ben la pièce au bout de la ligne ne sera pas bonne. Oui.
Tu as des fonderies qui sont très spécialisées dans les productions de masse. Ils vont faire 50 sortes de pièces dans toute leur année, puis c'est toujours la même recette, c'est facile. On fait juste 50 pièces différentes. Mais nous, quand on arrive chez nous, comme je vous parlais de petits, moyens volumes, mais on peut faire jusqu'à 2000, 2500 sortes de pièces différentes dans notre année. C'est beaucoup d'adaptation pour les employés. Donc, vous avez réussi à Exactement. créer autant un sentiment d'appartenance, puis une façon d'être dans l'entreprise qui fait que les gens sont minutieux dans leur affaire, dans On a leur façon vraiment de travailler. de très bons employés. Ouais. Très dévoués, puis très imaginatifs. OK. Vous laissez beaucoup de place, dans le fond. Est-ce que vous avez développé une culture d'employés où vous laissez de la place, faites confiance, vous essayez que vos employés soient heureux, ou je sais pas? Bien, je parle plus, moi, ceux que je côtoie le plus, c'est les gens d'entretien, là, de nos mécanos, électriciens. On a vraiment une bonne équipe. Les gens de production aussi, mais j'y touche moins. Jean-François pourra peut-être plus en parler, mais ils sont très imaginatifs. Ils inventent des machines, on les laisse aller, puis ils optimisent, ils modernisent par eux-mêmes. Ils sont très brillants, puis ils sont très, très dévoués. Ouais. Il nous reste quelques secondes seulement. Vous souhaiteriez encore qu'une autre génération, est-ce qu'il est possible de voir une autre génération prendre les rênes encore? On le souhaite, Oui. C'est sûr qu'on ne peut rien imposer à notre progéniture. Donc, si c'est... Vous avez des enfants? Oui, au tout moins, à c'est un fait, bon tout à départ. fait. Mais s'ils Ouais. veulent prendre la relève, c'est sûr que ça va nous faire plaisir de les accompagner. Puis s'ils décident de se diriger vers autre chose, bien, ça va être leur choix, puis on va les laisser aller là-dedans. Oui. Continuer la tradition. Ben c'est ça, on souhaite quelque part ça, la cinquième génération, ce serait un bel exploit quelque part, c'est un beau défi à relever. Ben alors, Xavier, Éric, Jérôme, Jean-François, merci beaucoup. Par la magie des ondes, justement, après la pause, on va se retrouver dans l'usine de la fonderie La Roche. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire pornevoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Pour fabriquer une pièce, il faut avant tout fabriquer un modèle. À partir du plan de la pièce, les modeleurs fabriquent un patron qui servira à concevoir le moule dans lequel la fonte sera coulée. Les matériaux utilisés dans la conception d'un modèle sont le bois, le plastique ou l'aluminium. Notre équipe de modeleurs hautement qualifiés possède de nombreuses années d'expérience, ce qui leur permet de concevoir de nouveaux modèles, en plus de pouvoir fabriquer ou modifier des patrons existants. Suivant la complexité de la pièce, un ou plusieurs noyaux pourront être requis lors de la fabrication du moule. En fonderie, un noyau est un composant du moule qui servira à réaliser un évidement intérieur dans la pièce. On le réalise en moulant dans une boîte à noyaux. Le procédé de fabrication d'un noyau au sable chimiquement lié consiste au mélange d'un sable à haute teneur en silice, de deux résines différentes et d'un catalyseur qui permet de faire durcir la résine rapidement, liant ainsi le sable dans la forme désirée. Le procédé shell-core permet la fabrication de noyaux en coquille grâce à un mélange de sable et de résine qui est injecté et chauffé dans une boîte à noyaux métallique. Le shell-core permet d'obtenir un fini de meilleure qualité avec plus de précision, par exemple un filet. La principale matière première utilisée est la ferraille de fonte et d'acier. Peu de gens le savent, mais nous sommes de grands recycleurs. Le fonctionnement de notre entreprise consiste à réutiliser la ferraille de fonte et d'acier, ainsi que les rejets provenant des usines de première transformation des métaux. Selon la recette désirée, les matériaux recyclés sont pesés et acheminés vers la fournaise. Pendant environ 1 heure,
la ferraille sera fondue jusqu'à ce que la température atteigne le point de fusion de la fonte. Nous possédons 2 fournaises à induction qui ont une capacité de 6000 livres chacune. L'avantage de posséder plus d'un four est de pouvoir travailler en continu en alternant la coulée et la fusion. Lorsque la température atteint environ 2600 degrés Fahrenheit, la fonte liquide est versée dans une poche de traitement de type Tundish. En ajoutant divers éléments à la fonte, entre autres du magnésium, il est ainsi possible de créer l'alliage désiré. Le préposé à la fonte retire ensuite les scories, autrement dit les impuretés de la fonte, afin de s'assurer d'avoir un produit fini de meilleure qualité. La fonte sera ensuite versée dans un creuset pour faciliter son transport. Les employés procèdent à l'inoculation de la fonte. Il s'agit d'un traitement du métal liquide qui modifie le processus de solidification de la fonte afin qu'elle soit de plus grande qualité. Avant de fabriquer le moule, il faut analyser les caractéristiques du sable vert. On vérifie la granulométrie, l'humidité, l'imperméabilité, la compactibilité et la résistance. La conformité du sable pour chacun de ces tests nous assure d'obtenir un moule des plus performants. Si nous utilisons le sable vert pour fabriquer nos moules, c'est entre autres pour sa réfractarité. Le matériel utilisé doit avoir une température de fusion supérieure à la température de coulée de la fonte. Le sable vert est composé de 3 éléments, soit le sable de silice, un élément liant destiné à agglomérer les grains entre eux, et certains adjuvants nécessaires à la réussite d'un moulage. La prochaine étape est la fabrication du moule. À l'aide du modèle, une étampe est prise dans le sable vert. Si un noyau est requis, l'opérateur le met en place avant de refermer le moule. Lorsque ce dernier est prêt, notre ligne de montage complètement automatisée dirige le moule vers un ascenseur et l'achemine vers la passerelle de coulée. Ce dernier est entouré d'une chemise et est recouvert d'une pesée. L'utilisation de la chemise permet de retenir le sable et la pesée empêche les deux parties du moule de se séparer lorsque la fonte y pénétrera. À l'aide du creuset, l'employé verse la fonte dans les moules.
permettre à la fonte de durcir avant d'être démoulée, elle traversera un système complet de convoyeurs. La pièce prendra entre 45 minutes et 1h15 avant d'être prête à démouler. La diversité de nos équipements nous permet de produire des pièces dont le poids varie de 1 demi-livre à 3000 livres. Nous pouvons fabriquer des moules sur machines complètement automatiques, sur machines semi-automatiques ou de façon entièrement manuelle. Actuellement, environ le 3/4 de notre production est destiné au domaine municipal. Notre objectif des prochaines années est d'améliorer nos équipements afin de rendre l'usine plus flexible à répondre aux changements des marchés. Une fois le moule refroidi, il est acheminé sur un convoyeur vibrant qui démoulera la pièce en plus de lui permettre de terminer son processus de refroidissement. Les pièces passent sur un tamis afin de récupérer le sable. Il sera ensuite mélangé et réutilisé à 98% dans la fabrication de nouveaux moules. Les pièces se dirigent ensuite vers le département de la finition. Le travail de fonderie est ardu. Il faut avoir une bonne capacité et endurance physique pour travailler dans des conditions qui sont parfois difficiles. Nous travaillons dans un environnement chaud, bruyant et poussiéreux. Au fil des ans, nous avons su nous entourer d'employés fidèles et travailleurs. Certains d'entre eux travaillent à la fonderie depuis plus de 40 ans. Notre entreprise bien vivante part du principe que chacun est important, patron, chef d'équipe et employé. Fonderie La Roche est une force et chacun contribue à son succès. Chacune des pièces coulées doit passer par le département de la finition. Selon les demandes de chacun des clients, les pièces peuvent subir divers traitements. Le procédé de finition comprend plusieurs étapes. Le sablage au jet et l'ébavurage sont effectués sur chaque pièce du coulé, alors que l'application d'un revêtement ou l'usinage ne seront nécessaires que dans certains cas. Il y a un facteur humain derrière chacune des opérations, d'où l'importance que chacun fasse son travail de façon attentionnée et efficace. Nous devons donc en premier lieu lever notre chapeau à tous les gens qui, au fil des années, ont su faire prospérer l'entreprise, tant au niveau de la production des pièces qu'au niveau administratif. Nos défis des prochaines années. Premièrement, faire face à la compétition étrangère asiatique. Deuxièmement, développer le marché du nord-est des États-Unis. Troisièmement, continuer d'améliorer notre efficacité opérationnelle. En s'appuyant sur de nombreuses années d'expérience, Fonderie La Roche a su se forger un nom synonyme de qualité. Alors, ça complète donc cette émission spéciale sur la Fonderie La Roche, 4 générations dans la fonte, dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de la municipalité. Merci d'avoir été des nôtres. Bon 150e et à bientôt.